Nous allons démolir aujourd'hui l'un des mensonges les plus grotesques et les plus coûteux que les médias corporatifs ont vendus au monde durant la dernière décennie. Le mensonge de l'indépendance énergétique américaine. Allumez CNN ou Fox News et vous entendrez que grâce au fracking, les États-Unis sont désormais le plus grand producteur de pétrole au monde, dépassant même l'Arabie saoudite et la Russie. Ils nous disent que Washington n'a plus besoin du Moyen-Orient et encore moins de l'Amérique latine. Mais il existe un détail technique, une réalité géologique et matérielle qu'ils cachent délibérément et qui en ce moment même a la Maison-Blanche dans un état de panique silencieuse. Le piège mortel, simple comme ça. Le Chili et le Venezuela ont mis les États-Unis à genoux. Et nous ne parlons pas de théorie du complot ou de rhétorique anti-impérialiste vide. Nous parlons de chimie, de géologie, de réalité physique qu'aucun discours politique ne peut modifier. Pour comprendre cela, nous devons enfiler la blouse de l'ingénieur pétrolier et examiner la fracture métabolique du système impérial. Il est vrai que les États-Unis extraient des quantités massives de pétrole. Personne ne le nie, mais ils extraient exactement le mauvais type de pétrole brut pour leurs propres besoins industriels. Le pétrole qui jaillit des gisements du Texas et du Dakota du Nord grâce à cette technologie destructrice appelée fracking est ce qu'en termes techniques nous appelons du brut léger doux. Imaginez-le comme du champagne géologique, très raffiné, très volatile, très léger. Le problème catastrophique est que toute l'infrastructure de raffinage américaine, ces immenses cathédrales industrielles d'acier qui traitent le carburant pour maintenir le pays en fonctionnement, ont été conçues et construites il y a 3 décennies avec des investissements de plusieurs milliards pour traiter exactement l'opposé. Elles ont besoin de brut lourd acide. Elles ont besoin de pétrole dense, visqueux, difficile à manipuler. C'est comme si on avait construit un moteur diesel de haute précision et qu'on essayait maintenant de l'alimenter avec du carburant d'avion. Le système ne fonctionne tout simplement pas. Les raffineries géantes d'entreprises comme Valero, Chevron et Phillips 66 meurent littéralement de faim au milieu d'un océan de pétrole parce que leurs systèmes complexes de traitement ont été calibrés pour digérer un régime très spécifique de brut lourd et produire du diesel de manière rentable. Et voici l'ironie historique qu'aucun analyste corporatif n'ose mentionner à la télévision. Qui possède les plus grandes réserves prouvées de la planète de ce brut lourd spécifique que les raffineries américaines supplient d'obtenir? Exactement, la République bolivarienne du Venezuela, le fameux Merey 16 et ses variantes. C'est la contradiction marxiste suprême du moment historique. Washington a tenté d'asphyxier économiquement le Venezuela avec sa politique de pression maximale, pensant naïvement qu'il pourrait faire s'effondrer le gouvernement de Maduro, puis simplement s'approprier le pétrole comme ils l'ont fait pendant plus d'un siècle dans toute la région. Mais en coupant délibérément le flux de brut vénézuélien vers leurs propres raffineries, les États-Unis se sont tirés directement dans le pied industriel. Sans ce brut lourd vénézuélien pour le mélanger stratégiquement avec leur brut léger du fracking, les raffineries nord-américaines ont perdu dramatiquement en efficacité opérationnelle. Le résultat est dévastateur pour l'économie américaine. Le coût du diesel et de l'essence a explosé structurellement, pas conjoncturellement. L'inflation qui dévore littéralement le pouvoir d'achat de la classe ouvrière américaine n'est pas la faute de Poutine comme le répètent les journaux télévisés. C'est la faute directe de la déconnexion absolue entre réalité géologique et infrastructure impériale héritée. Washington a réalisé bien trop tard une vérité élémentaire que tout ingénieur chimiste connaît dès le premier jour d'université. L'idéologie ne peut pas être raffinée dans les tours de distillation. Vous pouvez haïr idéologiquement Maduro autant que vous voulez. Vous pouvez l'appeler dictateur dans chaque discours du Congrès, mais vos raffineries sur la côte du Golfe ont chimiquement besoin de son pétrole pour ne pas s'effondrer.
Et c'est exactement pourquoi nous assistons à cette diplomatie hypocrite, cette double morale obscène où Chevron reçoit des licences spéciales du département du Trésor pour opérer au Venezuela pendant que le gouvernement maintient officiellement les sanctions. Ce n'est pas pour la démocratie ni pour les droits de l'homme comme il le proclame. C'est du désespoir métabolique pur. C'est de la survie industrielle. Mais amis, si le problème n'était que le pétrole, les États-Unis pourraient tenter la manière habituelle, une invasion militaire directe ou financer un autre coup d'État comme ils l'ont exécuté des dizaines de fois dans l'histoire continentale. Le vrai problème pour eux est que cette fois, le piège géoéconomique a deux mâchoires qui se referment simultanément sur leur gorge. Le Venezuela contrôle l'énergie du présent immédiat, le pétrole lourd pour faire bouger les camions, les navires, les avions aujourd'hui même. Mais simultanément, au sud, dans la cordillère des Andes, se referme la deuxième mâchoire de cet étau stratégique, le Chili. Le Chili contrôle absolument la clé maîtresse de l'énergie du futur proche, le lithium. L'administration Biden a littéralement misé tout son avenir politique et économique sur la soi-disant transition verte, sur l'électrification des transports, sur les véhicules électriques pour supposément se libérer de la dépendance au pétrole. Mais pour fabriquer les batteries de ces véhicules électriques, ils ont besoin de quantités industrielles de lithium. Et il se trouve que le lithium de plus haute qualité, le plus accessible et le moins cher de toute la planète se trouve précisément dans le salar d'Atacama sous la garde souveraine d'un gouvernement qui a décidé de nationaliser la stratégie du lithium et de renégocier complètement les termes historiques de l'échange inégal. Le gouvernement démocratique de Gabriel Boric au Chili. C'est exactement ici que se configure l'étau énergétique mortel. Les États-Unis sont absolument piégés, sans issue visible. S'ils restent accrochés au modèle énergétique du pétrole, ils dépendent de manière critique du Venezuela qu'ils ont tenté de détruire. S'ils tentent de fuir vers l'avenir des voitures électriques comme Biden le promet, ils dépendent complètement du Chili qui n'accepte plus les règles néocoloniales du passé. Puis, pour la France, cette histoire résonne d'une manière particulièrement douloureuse. La France, qui n'a jamais eu de ressources pétrolières ou de lithium significatives sur son propre territoire, a toujours dépendu de l'étranger. Total Energy, le géant pétrolier français, a des opérations massives au Venezuela. Pendant des années, Total a été l'un des principaux exploitants du brut vénézuélien. Mais les sanctions américaines ont créé un dilemme impossible pour Paris. D'un côté, la France est membre de l'OTAN et de l'Union européenne et on attend d'elle qu'elle se conforme aux sanctions occidentales contre le Venezuela. De l'autre côté, Total Energies a besoin de ce pétrole vénézuélien pour ses opérations de raffinage. La France se retrouve coincée entre sa fidélité atlantiste et ses besoins énergétiques réels. Si Paris presse trop Total Energies de quitter le Venezuela, les compagnies chinoises, russes et indiennes prendront immédiatement leur place. Et voici le détail encore plus dévastateur pour la France. Après avoir perdu l'accès privilégié au pétrole algérien suite à la décolonisation, après avoir vu ses positions au Moyen-Orient se réduire, après avoir été forcé de diversifier ses approvisionnements énergétiques pendant des décennies, la France se retrouve maintenant dans une situation encore plus précaire avec la transition verte. La voiture électrique française, le fleuron de l'industrie automobile que Paris veut développer, dépend absolument du lithium. Et où se trouve ce lithium? Au Chili, sous contrôle de plus en plus strict de l'État chilien qui exige des partenariats équitables, pas de l'exploitation coloniale. Renault, Peugeot, Citroën, tous les joyaux de la couronne industrielle française ont besoin de batteries au lithium pour leurs modèles électriques du futur. Mais la France ne contrôle ni le lithium ni sa transformation. 70% de la capacité mondiale de traitement du lithium est concentrée en Chine. Même le lithium que les entreprises françaises
parviennent à extraire physiquement au Chili doit voyager des milliers de kilomètres jusqu'en Chine pour être raffiné chimiquement avant de pouvoir revenir à une usine Renault en France. La chaîne d'approvisionnement mondiale est devenue un nœud coulant qui se resserre autour du cou de l'industrie française. Pour comprendre pourquoi cette crise énergétique est absolument terminale pour le modèle économique français, il ne suffit pas de regarder seulement les puits de pétrole vénézuéliens ou les mines de lithium chiliennes. Nous devons examiner les veines industrielles par lesquelles circulent le capital mondial et l'infrastructure physique de cette rébellion continentale. Parlons directement de l'infrastructure matérielle de la rébellion latino-américaine. Pendant un siècle entier, les États-Unis ont contrôlé férocement l'Amérique latine parce qu'ils contrôlaient absolument la logistique régionale. Ils contrôlaient militairement le canal de Panama. Ils contrôlaient naval toutes les routes maritimes stratégiques des Caraïbes et ils contrôlaient financièrement le système SWIFT pour tracer et bloquer n'importe quelle cargaison qu'ils voulaient. Si un pays se comportait mal selon leurs standards impériaux, ils bloquaient simplement le port principal et l'étouffaient économiquement jusqu'à la reddition. Mais cette ère de contrôle total est finie irréversiblement, et le symbole matériel le plus concret de cette fin a un nom très concret, le port de Chancay, situé stratégiquement sur la côte péruvienne, construit entièrement et opéré par le géant étatique chinois COSCO Shipping. Ce méga-projet n'est pas simplement un autre port commercial, c'est la tête de pont physique d'un nouvel ordre mondial émergent dans le Pacifique latino-américain. Ce projet stratégique rompt définitivement le monopole logistique centenaire des États-Unis. Il permet au lithium extrait au Chili, au soja produit au Brésil et aux minéraux critiques de Bolivie de sortir directement vers les marchés asiatiques sans avoir à passer par des eaux contrôlées militairement par la marine américaine et sans demander aucune permission à Miami ou Houston. C'est un bypass artériel complet au cœur même du système historique de contrôle américain sur le continent. Pour la France, cette nouvelle infrastructure représente à la fois opportunité et menace. D'un côté, le commerce français pourrait théoriquement utiliser ces nouvelles routes vers l'Amérique latine en évitant la surveillance américaine. De l'autre, cela cimente la domination chinoise sur les chaînes d'approvisionnement critiques dont la France dépend. La France se retrouve écrasée entre sa fidélité OTAN envers Washington et sa nécessité économique d'accéder aux ressources contrôlées par des pays que Washington sanctionne. Et regardez aussi vers les Caraïbes vénézuéliennes. Là a été déployé silencieusement ce que les experts en renseignement naval appellent avec fascination et terreur la flotte fantôme. Des centaines de superpétroliers géants opérant complètement en dehors du système occidental d'assurance maritime, avec les transpondeurs de traçage satellitaire délibérément éteints, invisibles aux radars commerciaux. Ils déplacent silencieusement des millions de barils de brut vénézuéliens vers des raffineries en Chine, en Inde et d'autres marchés chaque jour de l'année. Les États-Unis ont tenté désespérément d'imposer un blocus naval de facto au moyen de leurs sanctions économiques unilatérales menaçant légalement toute compagnie maritime qui toucherait un port vénézuélien. Mais le marché global, exactement comme l'eau cherchant son niveau, trouve toujours son chemin vers l'équilibre. Le Venezuela et ses alliés stratégiques ont créé un système logistique complètement parallèle, opérationnellement invisible à l'œil vigilant de Washington, mais absolument tangible dans les revenus pétroliers de PDVSA et dans les caisses de l'État vénézuélien. Cela démontre une vérité absolument dévastatrice pour le département d'État. Les sanctions économiques unilatérales ne fonctionnent efficacement que si vous avez le monopole absolu du commerce mondial. Aujourd'hui, les États-Unis n'ont simplement plus ce monopole qu'ils avaient pendant la guerre froide. Si Washington sanctionne commercialement le Venezuela vend immédiatement son pétrole à la Chine sans problème.
Si Washington menace légalement les compagnies maritimes grecques traditionnelles, apparaissent instantanément des compagnies russes, iraniennes ou de pays neutres disposés à faire l'affaire. La capacité historique de coercition économique des États-Unis s'est évaporée dramatiquement. Ils ne peuvent plus étrangler des économies nationales à volonté comme ils le faisaient routinièrement au XXe siècle. Et cela terrorise profondément le Pentagone parce que cela signifie opérationnellement que leur marine, la plus chère et puissante du monde, est devenue complètement irrélevante pour arrêter le flux commercial de leurs rivaux géopolitiques. Pour la France, la leçon est claire et douloureuse. L'ère où on pouvait extraire des ressources à bon marché du Sud global est terminée. La France doit apprendre à négocier comme partenaire égal, pas comme exploiteur néocolonial. La France doit apprendre à payer des prix équitables. La France doit apprendre à véritablement partager la technologie, pas seulement à la vendre. La position de la France est particulièrement délicate. Contrairement aux États-Unis qui peuvent au moins prétendre à l'autosuffisance énergétique grâce au fracking, la France n'a jamais eu cette option. La France a toujours dépendu des importations, d'abord de l'Algérie coloniale, puis du Moyen-Orient, puis d'un mélange diversifié incluant le Venezuela. Maintenant, avec la transition verte, la France découvre qu'elle dépend du lithium chilien qu'elle ne contrôle pas. Total Energies doit revenir au Venezuela, non par idéalisme, mais par désespoir. Les constructeurs automobiles français doivent accepter les conditions chiliennes sur le lithium, non par générosité, mais par survie. La France, qui autrefois rêvait d'être une puissance coloniale en Afrique et en Amérique latine, doit maintenant mendier l'accès aux ressources de l'Amérique latine à des conditions dictées par Santiago et Caracas. Maintenant, connectons tous les points stratégiques entre Caracas et Santiago de la perspective française. Nous avons une alliance asymétrique non déclarée, mais absolument fonctionnelle. Le Venezuela établit le prix minimum pour l'énergie du présent, pétrole lourd. Le Chili établit le prix minimum pour l'énergie du futur proche, lithium stratégique. Les deux pays, avec des idéologies politiques différentes et même avec des tensions historiques entre eux, sont arrivés exactement à la même conclusion pragmatique et souveraine. L'ère historique du pillage gratuit de l'Amérique latine est définitivement terminée. Il coordonne tactiquement une stratégie d'augmentation structurelle des coûts pour l'Empire. Cela génère ce que les économistes spécialisés appellent l'inflation verte structurelle ou greenflation. Le coût de la vie aux États-Unis et aussi en France va augmenter de manière permanente, pas temporaire, parce que la base matérielle complète de leur consommation historique, énergie fossile et technologie numérique, n'est plus subventionnée artificiellement par la pauvreté et l'exploitation de l'Amérique latine comme elle l'a été pendant plus d'un siècle. Nous assistons en temps réel à la vengeance historique de la périphérie. Pendant des siècles entiers, le Nord global est devenu incroyablement riche précisément parce que le Sud global a été maintenu artificiellement pauvre et dépendant. Maintenant, le Sud commence à demander le prix réel, le prix juste de ses ressources stratégiques non renouvelables. Et la France fait face à un choix impossible, un dilemme sans solution évidente. Soit elle paie honnêtement le prix juste du marché pour ses ressources, ce qui implique nécessairement de réduire son propre niveau de vie gonflé et les profits obscènes de ses corporations. Soit elle tente de prendre ses ressources par la force militaire comme cela a été fait historiquement des centaines de fois. Mais prendre des ressources par la force en l'an 2026, avec la Chine comme soutien logistique, financier et potentiellement militaire de toute la région, n'est plus une simple promenade militaire comme les invasions du XXe siècle. Pour la France, une option militaire n'est de toute façon pas en question. La France n'a ni la capacité militaire ni la volonté politique pour de telles aventures. La France doit négocier. La France doit accepter. La France doit s'adapter à la nouvelle réalité. Et cette adaptation sera douloureuse.
La sécurité énergétique que la France cherche désespérément après avoir perdu ses positions privilégiées en Afrique s'est révélée être un autre mythe. La France dépend de ressources critiques qu'elle ne possède pas physiquement sur son territoire, traitées par des rivaux géopolitiques qu'elle ne peut pas contrôler. Et cette dépendance structurelle est exactement la définition académique de la faiblesse géopolitique terminale. La France doit apprendre une leçon fondamentale. Les temps du néocolonialisme français en Afrique et ailleurs sont terminés. Les temps où Total Energies pouvait dicter des conditions en Algérie ou au Venezuela sont terminés. Le Chili a le lithium, le Venezuela a le pétrole lourd. Et la France, pour la première fois dans son histoire, doit demander gentiment la permission. La réalité matérielle gagne toujours sur l'idéologie. L'ère de l'extractivisme bon marché est terminée. Bienvenue dans le nouvel ordre mondial multipolaire où le Sud global élève enfin sa voix et la France doit apprendre à écouter.